C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Washington qui hausse le ton contre les belligérants au Soudan. L'émissaire du président américain pour l'Afrique, Massaad Boulos, a exhorté les partis en guerre à accepter sans condition une proposition internationale de cessez-le-feu. Les FSR, les forces de soutien rapide, ont accepté hier une trêve de 3 mois. La correspondance régionale dans un instant. La journée internationale contre les violences faites aux femmes. En Tunisie, la date coïncide avec la reprise des activités de l'association féministe historique Les Femmes démocrates tunisiennes. Elles ont pu prendre la parole ce mardi et nous donnons la parole à Ramla Dahmani, sœur de Sonia Dahmani, avocate détenue depuis plus d'1 an en Tunisie. Son visage, sa voix, son humour grinçant ont égayé des générations entières d'Algériens. L'actrice Biouna est décédée ce mardi à Alger à l'âge de 73 ans. On reviendra sur sa carrière à la fin de ce journal. Au Soudan, les forces de soutien rapide ont annoncé hier une trêve humanitaire unilatérale de 3 mois. Une annonce alors que les États-Unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis font pression pour organiser des négociations. Washington exige même un cessez-le-feu sans préalable. Les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouille. L'objectif de cette trêve est de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers les populations les plus touchées par ce conflit. Et puis c'est également de permettre des négociations entre les forces de soutien rapide et l'armée, négociations qui devraient à terme aboutir à un cessez-le-feu permanent. Mais voilà, il y a peu de chances que cette trêve voie réellement le jour, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les forces de soutien rapide ont déjà annoncé dans le passé des cessez-le-feu qu'elles n'ont jamais mis en place. Ensuite, les forces de soutien rapide sont responsables de très nombreuses exactions contre les civils, notamment dans la région du Darfour, où elles empêchent l'aide humanitaire d'arriver à destination de ces civils. Pourquoi changerait-elle de mode d'action du jour au lendemain? C'est impossible à expliquer. Et puis enfin, pour qu'une trêve puisse voir le jour, il faut que les deux parties soient d'accord. Or, les forces de soutien rapide, avant de l'accepter, savaient très bien que l'armée s'y refuserait. Elle a une condition principale pour pouvoir accepter une trêve et entamer des négociations: que les forces de soutien rapide se retirent des zones qu'elles ont capturées depuis la signature des accords de Djeddah. C'était il y a près de 2 ans maintenant. Or, cela signifierait pour les forces de soutien rapide d'abandonner ces positions, notamment dans la région du Darfour. C'est inimaginable alors qu'il s'agit de leur place forte au Soudan. En réalité, si les forces de soutien rapide ont annoncé cette trêve humanitaire, c'est un effort de communication. Elles visent à montrer aux États-Unis qu'elles sont prêtes à faire des efforts. Les États-Unis qui s'impliquent ces derniers jours de plus en plus dans le conflit au Soudan et qui essayent d'avoir une position de médiateur, ce que les forces armées soudanaises refusent absolument. En bref, au Nigeria, 24 lycéennes catholiques enlevées par des hommes armés le 17 novembre dernier dans un internat du nord-ouest du pays ont retrouvé la liberté. 50 élèves avaient réussi à s'échapper de leurs ravisseurs hier. Au total, 315 élèves et enseignants avaient été enlevés. On en vient à la campagne internationale contre les violences faites aux femmes. En Tunisie, elle coïncide avec la reprise des activités de l'association tunisienne des femmes démocrates. Cette association féministe historique qui existe depuis 36 ans avait été suspendue par les autorités fin octobre. La correspondance à Tunis de Lilia Blaise. C'est avec soulagement et détermination que l'association tunisienne des femmes démocrates a pu donner sa conférence de presse ce mardi, après 1 mois de suspension par les autorités. Un soulagement parce qu'elles vont pouvoir aussi reprendre leur activité principale, à savoir l'assistance et l'aide aux femmes victimes de violences, dont beaucoup ont subi l'impact de cette suspension d'1 mois. Et détermination aussi à dénoncer ce qu'elles estiment être une décision politique d'avoir suspendu leurs activités. La loi nous permet de reprendre les activités à la fin des délais, 30 jours. Donc, ceci dit, la décision n'est pas du tout judiciaire, c'est une décision politique sous couverture judiciaire. Aujourd'hui, notre message est clair. Même si que vous avez un jugement de suspension de nos activités, notre solidarité n'est pas suspendue. À la suite de cette suspension, nos 4 centres d'écoute et d'orientation à Tunis, Sfax, Sousse et Kérouan ont dû être fermés et donc pendant 1 mois, plusieurs femmes n'ont pas pu être aidées. On parle d'environ une centaine de femmes.
Donc nous demandons au ministère de la Femme et de la Famille, qui est aussi en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes, que sont devenues ces victimes. L'Association tunisienne des femmes démocrates a profité de cette journée internationale de lutte pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes pour rappeler le sort des femmes emprisonnées, notamment une dizaine de militantes de la société civile et du monde politique dont elles appellent à la libération. Les femmes démocrates organisent également une manifestation le 29 novembre prochain, une manifestation pacifique pour défendre les droits des femmes. Toujours en Tunisie, je vous le disais hier, les 5 travailleurs humanitaires jugés pour avoir facilité l'entrée illégale de migrants ont été condamnés à des peines plus légères que prévues. Certains ont même été acquittés selon des sources judiciaires. Qu'en est-il des femmes détenues politiques, députées, membres associatifs, présidentes de partis ou avocates? Elles sont nombreuses à avoir été jugées et condamnées pour avoir critiqué le régime de Kais Saïed. C'est le cas de Sonia Dahmani, avocate en prison depuis plus d'1 an. Une audience de l'un de ses procès est prévue ce vendredi. Sa sœur Ramla se bat pour sa libération. On a le plaisir de l'accueillir ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors la première question qu'on vous pose évidemment, c'est comment va Sonia Dahmani ce soir? Bonsoir, merci de me recevoir. Sonia elle tient le coup. Physiquement, on vient de voir une photo, enfin, on voit que physiquement, elle a été très touchée par son incarcération. Mais comme je le répète souvent, cette femme est une force de la nature. Il n'arrive pas à détruire ni son moral, ni son psychique, quoi qu'ils essayent pourtant. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau dans le Journal de l'Afrique. Et je me souviens que la première fois qu'on vous avait reçu ici, je vous avais posé la question sur ces conditions de détention et vous m'aviez raconté qu'elle n'avait pas les mêmes droits en tant que femme détenue qu'un homme détenu. Quelles sont ces conditions aujourd'hui de détention? Tout à fait, parce que être une femme prisonnière politique en Tunisie, c'est la double peine. On vous arrête pour votre opinion, pour votre activité, pour le fait que vous ne soyez pas d'accord avec le régime en place. Et une fois que vous êtes en prison, on vous punit aussi parce que vous êtes une femme. Une femme en Tunisie, par exemple, dans les prisons tunisiennes, n'a pas le droit de montrer son corps. On efface la femme, on efface ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle doit être couverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même quand elle dort, elle n'a pas le droit de montrer ses bras, ses jambes, elle doit être entièrement couverte. Quand elle se rend au tribunal, elle doit être couverte d'un safsari, ce voile blanc qui couvre le corps comme si le corps était une insulte. On ne parle pas du fait que ces femmes n'ont évidemment pas le droit à toute l'hygiène féminine, que ce soit se coiffer, se maquiller, s'épiler, se regarder dans un miroir. Les miroirs sont interdits. Les hommes, eux, par contre, ont le droit de se raser, ont le droit de mettre un costume pour aller au tribunal, ont le droit, enfin, même si ce n'est pas un droit légal, mais en tout cas, c'est accepté de chauffer leur repas de manière plutôt plus ou moins légale, on va dire, alors que les femmes ont des restrictions extrêmement précises quant à ce qu'elles peuvent faire, dire ou montrer. On oblitère le corps de la femme, on le fait disparaître et on punit les femmes d'être des femmes. Alors, est-ce que les femmes en Tunisie, à votre connaissance, les femmes détenues subissent des violences physiques ? Les femmes, d'après ce que Sonia nous a raconté, subissent énormément de violences verbales et très souvent physiques. Ce n'est pas le cas de Sonia parce qu'il y a trop de lumière sur ces femmes-là pour qu'on les brutalise réellement. Après, Sonia a été agressée, même s'ils ne veulent pas reconnaître, moi j'appelle ça une agression sexuelle, lors d'une fouille qui a dérapé. Ce sont ce genre de violences. Ce sont des violences verbales, ce sont des violences psychologiques. C'est leur interdire toute connexion avec l'extérieur, les enfermer dans le silence, et puis leur faire perdre confiance en elles en les dégradant physiquement.
Alors la Tunisie était à l'avant-garde dans le monde arabe, mais pas que sur le droit des femmes, sur le plan législatif, mais aussi dans la vie quotidienne. On a l'impression qu'il y a une dégradation nette. Qu'en est-il aujourd'hui, notamment quand on voit ce que nous expliquait tout à l'heure Lilia Blaise, la parole qu'elle a donnée à ces femmes? On a l'impression qu'il y a une dégradation de la situation de la femme, alors qu'elle occupait, en tout cas en Tunisie, une place importante et elle avait plus de droits que dans de nombreux pays arabes, y compris d'autres pays en dehors du monde arabe. Tout à fait. Nous avons été à l'avant-garde pendant longtemps et puis ce régime est arrivé et on a ressenti cette haine de la femme et de la liberté que la femme avait acquise. Il y a à peine quelques jours, il y a un député qui a demandé, qui a appelé à réinstaurer la polygamie, par exemple. On en est là. Il y a quelques années, on se battait pour l'égalité des salaires parce que sur le papier, effectivement, il y a une égalité que nous ne retrouvons pas dans les faits. Aujourd'hui, on en est revenu à se battre contre les ségrégations, contre cette envie de réinstaurer la polygamie. Il y a cet encouragement du régime à remettre plus ou moins la femme à sa place légitime ou ce qu'il considère être sa place légitime. Il y a des acquis qui sont menacés pour la Absolument. femme en Tunisie. Quand un député de la République, pendant une assemblée, ose à haute voix demander la réinstauration de la polygamie qui est un acquis du code du statut personnel de la femme tunisienne, c'est remettre en question le code du statut personnel. Et ça commence comme ça a commencé comme ça, nous l'avons vu, des libertés qui sont grignotées petit à petit. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire que les femmes prennent la place des hommes, que les hommes seraient plus à même d'œuvrer en tant que chef de famille, avoir le droit de travailler, que les postes occupés par des femmes devraient revenir aux hommes. Ça, c'est un discours qu'on entend notamment chez les islamistes. Ce n'est pas le cas du président Kais Saied. Non, pas que. Ce n'est pas un discours qu'on a finalement, maintenant avec le recul, ce n'est pas tant un discours qu'on a entendu par les islamistes. On l'entend de plus en plus par des laïcs qui représentent le régime actuel de Kais Saied, qui, à mon sens, de ce qu'on sache, n'est pas un régime islamiste. Or, c'est un régime qui veut une islamisation, qui parle ultra-conservateur. Ultra-conservateur. On voit des choses qui arrivent en Tunisie auxquelles on ne s'attendait pas. On parle des chiites, des écoles chiites sont ouvertes, des professeurs iraniennes sont amenés en Tunisie pour enseigner. Ce sont des choses dangereuses qui sont en train d'arriver et qui très certainement présente un danger pour les acquis de la femme tunisienne. Alors très rapidement, sur votre sœur, prochaine audience le 28 novembre, ce vendredi. Oui. Il y a plusieurs procès. Il y a un procès en appel le 28 novembre, un autre procès, un procès criminel cette fois, le 26 décembre. Il y a une escalade. Sonia vient de recevoir le prix de la liberté de la presse que j'ai reçu en son nom à New York. Et pendant qu'elle est honorée à l'étranger, son pays s'acharne contre elle, malheureusement. Merci beaucoup Ramla Dahmani. Vous êtes la sœur, je rappelle, de Sonia Dahmani, avocate détenue depuis plus d'1 an en Tunisie. Merci infiniment d'être venue nous parler d'elle et nous parler des droits de la femme dans votre pays. Merci. Son visage familier et sa voix rocailleuse sont reconnaissables de tous les Algériens. L'actrice Baya Bouzar, connue sous le nom de scène de Biouna, s'est éteinte ce mardi à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans. La comédienne, figure emblématique du cinéma algérien, a été rendue célèbre en Algérie en 73 à l'âge de 19 ans pour son rôle dans le feuilleton télévisé culte El Hariq, l'incendie, inspiré du roman de Mohamed Dib. Elle s'est également illustrée dans des spectacles ou même dans le One Woman Show. Écoutez, Naïma Yahi, historienne, musicologue, elle était l'invitée de France 24 tout à l'heure. Cette actrice, chanteuse, humoriste, danseuse et musicienne, puisqu'elle était multitalent, a su incarner cette femme algérienne dans toute sa diversité et a marqué le XXe siècle et ce début du XXIe de son empreinte. Elle a aussi ouvert un pan de l'imaginaire collectif à ces femmes libres, sans tabou, qui pouvaient user de l'humour, mais aussi de leur charme,
comme étant un atout à l'écran dans le cinéma algérien, mais aussi européen, où elle a su faire tomber certains tabous autour du corps, puisqu'elle dansait dans ses films, aussi des tabous autour de la question de la place des femmes dans une société patriarcale, y compris de ce côté-ci de la Méditerranée, puisqu'elle a su aussi participer à cette incarnation dans le cinéma français. Donc c'est cette truculence, cet humour et aussi ce côté peut-être sans filtre qui marque l'imaginaire quand on parle de Biouna, en Algérie mais aussi en France. Et c'est ce qui est important quand on parle de Biouna, c'est une femme libre qui a pu aussi s'exprimer dans son pays d'origine, l'Algérie. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.